Anne Darlvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Dans cet épisode 66 du podcast, nous recevons Edwige Cauchois qui vient nous présenter Nil Database. Edwige Cauchois est archiviste de galeries d'art contemporain et avec Éric Falconier, ils ont fondé en 2008 la plateforme Nil, un outil de gestion des collections à destination des galeries, des artistes et des collectionneurs. Bonne écoute. Edwige Cauchois, bonjour. Bonjour Josquin, merci de m'inviter dans ton podcast. Tu es archiviste spécialisée dans la création et la gestion des inventaires d'œuvres d'art. C'est ça, pour une galerie qui est basée à Londres. Mais j'ai travaillé pour d'autres galeries et puis je l'ai fait aussi pour des artistes contemporains. Tu effectues ces travaux pour des galeries, pour des artistes, en art contemporain et aussi en mobilier. Oui, alors ça peut être de l'art contemporain, comme ça peut être aussi du mobilier ou les arts décoratifs. En fait, ça dépend en fait de la galerie et de ce qu'elle offre en fait. Si elle offre du design, le système d'inventaire et puis les archives sont à peu près les mêmes de toute façon. C'est quoi le parcours qui t'a amené en fait à ce travail-là, quelle est ta formation et quelle est la trajectoire de vie qui amène à se plonger comme ça dans l'art contemporain sans être directement un ou une artiste? En fait, j'ai fait histoire de l'art. Je voulais faire les beaux-arts, mais ça n'a pas marché. Avant, j'ai voulu rentrer dans les Compagnons du Devoir, mais on était dans les années 90. Et dans les années 90, ils ne prenaient pas de filles. Donc j'étais allée à Brest avec mon père voir les Compagnons et on m'avait dit à l'époque que c'était pas possible. Donc c'est pour ça que je suis partie en histoire de l'art. Et à l'époque, ça venait d'ouvrir à Quimper. C'était très très bien. J'y ai passé 2 ans et après, je suis rentrée à Rennes dans la maîtrise des sciences et techniques, métier de l'exposition, option art contemporain. Où en fait, en 2 ans, on crée une exposition avec les autres étudiants de A à Z sur un sujet imposé. Et dans cette exposition, j'ai fait la rencontre d'un artiste et c'est comme ça qu'en fait, après, je suis partie travailler à Paris dans la galerie qu'il représentait. Et puis, ça s'est fait un peu, pas malgré moi, mais ça a été au fait le flow. Ça dépendait des rencontres, en fait. Ça a été les rencontres que j'ai faites qui m'ont amené où je suis. Et après, dans cette galerie, il y avait une artiste en particulier qui après m'a amené à New York et qui m'a fait vraiment travailler que sur ses archives. Donc c'est comme ça que j'ai développé cette fibre, on va dire, pour les archives. Et donc de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, tu as été amené à numériser cette pratique, à développer ou à co-développer des outils. Alors c'est pas arrivé tout de suite, parce que ça m'a pris quelques années de travailler de studio d'artiste en studio d'artiste, surtout à l'étranger. Et à chaque fois arriver à travailler en fait pour des artistes qui avaient, on va dire, une petite quarantaine, qui commençaient à marcher très bien et qui voulaient plus dépendre exclusivement de leur galerie, donc ils me demandaient de créer un inventaire de leurs œuvres complètement indépendant des galeries. Et à l'époque, le seul logiciel qu'il y avait, c'était FileMaker. Donc je customisais FileMaker pour tous les artistes pour lesquels je travaillais. C'était galère. Et puis, en 2008, je fais la rencontre d'un ingénieur qui s'appelle Éric Falconier, qui lui maintenant est basé à Hambourg, qui est développeur, et qui en fait a pitié de moi avec mon FileMaker, et qui me dit « Non mais attends, on va essayer autre chose, on va essayer de le faire en ligne ». Et puis, on était 2008, 2009, et à cette époque-là, j'étais en Allemagne, donc moi à Berlin, lui à Hambourg. Et puis, on s'est mis à développer ce système d'archives, en fait, qui, du coup, était beaucoup plus adapté parce que, comme moi, je voyageais beaucoup, les artistes voyageaient beaucoup, c'était en ligne. Et ça, c'était assez fantastique. On a mis du temps à ce que ça fonctionne. On a bien mis 2 ans. En fait, on a eu un premier client qui était une galeriste à New York, dont l'assistant était à Berlin. C'est international, Et en fait, elle nous a servi un peu de cobaye. Voilà. Elle nous a servi de cobaye pendant 2 ans. Et c'est grâce à elle qu'on a réussi à avoir un produit efficace, qui fonctionnait. Et puis, et après, ça a marché de bouche à oreille.
Vous l'avez appelé Nil, hein? On l'a appelé Nil, parce que Nil, c'est 0. Mais c'était aussi le nom d'un restaurant, enfin c'est toujours d'ailleurs, le nom d'un restaurant à Hambourg qui est très très bon, qui s'appelle Nil. Voilà. Quel type d'utilisateur maintenant à Nil? Au début, on s'est beaucoup focalisé sur les galeries, et on voulait s'adresser plutôt à des jeunes galeries. C'est-à-dire, on voulait pas travailler avec les grosses galeries blue chip. Voilà, c'était pas dans nos cordes. Par contre, on voulait être abordable à un niveau, enfin pour le prix en fait, c'est un abonnement mensuel. Ça commençait à l'époque, ça commençait à 15 € par mois. Donc on voulait s'adresser à des galeries qui commençaient, à des artistes, aussi de permettre à des artistes de pouvoir se payer ce logiciel pour aussi être indépendants en fait. Donc c'est pour ça qu'on avait un abonnement très très bas, mais on pouvait se permettre ça aussi parce que on avait tous les deux un autre boulot à côté. Donc et en fait on a grandi avec nos clients parce que on était tous à peu près enfin nos premiers clients c'était des gens qu'on connaissait en fait. Donc on avait tous on va dire une toute petite fin de vingtaine, début de trentaine. Puis en fait on a grandi avec eux et puis du bouche à oreille. Maintenant ça va faire plus de 15 ans. On a à peu près 200 clients aujourd'hui. Les prix ont doublé par contre, mais ça reste encore raisonnable. C'est-à-dire le prix d'entrée, l'abonnement d'entrée mensuel est à 30 € par mois. Les services aussi, on va y revenir. Bien évolué. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'après Berlin, Paris, New York, Londres, on revienne à Brest, hein? La famille, comme je t'avais dit. Hein. C'est la famille qui te fait rentrer, en fait. Ouais, c'était ma ville de cœur, quoi. Même si j'étais très contente d'en partir à une certaine époque. J'ai été très contente de rentrer. Quand j'avais une toute petite trentaine, j'étais très, très contente. Ouais. C'est plus simple, tout est plus simple. Parce que d'avoir toujours vécu dans des grandes villes, et en fait, Brest, c'était très facile. Du coup, quelles sont les principales étapes du développement de Nil après cette naissance, cette première expérience sur 2 ans d'essais, d'erreurs, etc. Une fois que qu'il y a un vrai produit, qu'est-ce qu'on amène et qu'est-ce qui donne qu'est-ce qui est le moteur pour amener de nouvelles fonctionnalités? Est-ce que c'est des envies dont on a été frustré pendant ce premier développement? Est-ce que c'est des retours d'utilisateurs qui disent en fait moi j'aimerais bien ça en plus au fur et à mesure qu'ils l'utilisent, hein? Le moteur c'était les clients. En fait c'est eux qui on a vraiment travaillé main dans la main avec eux. Et on leur a toujours dit, c'est-à-dire qu'à chaque nouveau client, on leur disait que voilà, nous, on est prêt à évoluer avec eux. On considère chaque demande. Donc, on en avait énormément. Donc, on disait pas oui à tout. Mais dès qu'on considérait que ça pouvait aider d'autres utilisateurs, on l'a développé. Et c'est comme ça, en fait. En 10 ans, on a développé énormément de fonctionnalités grâce à nos utilisateurs. Et il faut dire aussi que moi, je l'utilise tous les jours. C'est important, en fait, de tester son produit tous les jours. Donc le moteur vient plutôt des utilisateurs que des créateurs, même si... Voilà, j'avais ma casquette de cofondatrice de Nil, mais j'avais aussi mon statut d'utilisateur lambda. Et du coup, quelles ont été ces grandes fonctionnalités qui ont été ajoutées depuis 2010 ? Alors en fait, dans Nil, il y a plusieurs tabs. Donc, par exemple, il y a une tab inventaire, il y a une tab contact, il y a une tab offre, bon de dépôt, facture, transport, douane. Donc en fait, toutes ces tabs, elles ont... Alors, il y avait des tabs qui étaient là dès le début, mais par exemple, tout ce qui était transport et douane, on l'a développé au fur et à mesure. On a développé aussi une application pour permettre aux galeries par exemple, de présenter les œuvres qu'ils ont dans la base de données sur un iPad pendant les foires. Parce qu'on ne va pas montrer l'inventaire avec des fois des prix qu'on n'a pas envie de montrer aux collectionneurs, un historique qu'on n'a pas envie de montrer. Donc, cette application, elle a été très importante pour les foires. On a développé aussi ce qu'on appelle le database to website. C'est en fait pour synchroniser la base de données avec le site web. C'est-à-dire que les galeries ou les artistes, en fait, peuvent choisir de prendre cette option. Et du coup, en fait, ils rentrent tout dans leur base de données et en quelques clics, ça met à jour leur site. Donc, soit
c'est nous qui gérons le site de A à Z, ou soit au travers d'une API. Et on a développé aussi les viewing rooms. Donc ça, ce sont comme des expositions virtuelles. Bon, en fait, ça permet de générer un lien qu'on envoie aux clients, que les galeries envoient à leurs clients, par exemple. Et du coup, en fait, ils peuvent ouvrir ça. Souvent, les gens ouvrent ça maintenant sur leur téléphone, sur leur iPad. Et ça fait une très belle présentation d'une exposition ou d'une sélection d'œuvres que la galerie a faites. Et du coup, en fait, donc c'est une sorte de lien privé. C'est pas comme un site web, c'est vraiment, on fait sa sélection, on met les images qu'on veut, on y ajoute du texte et on partage ce lien. Et depuis ce lien, les collectionneurs peuvent, par exemple, demander plus d'informations sur telle pièce ou telle pièce. On voit bien que les objets qui sont enregistrés dans cette base, les œuvres d'art, éventuellement les meubles design, etc., sont mobiles. Ils vont passer, en fait, d'une galerie à l'autre. Tu as parlé de foire, tu as parlé aussi, on imagine, le transport, traverser des douanes, passer de l'atelier à la galerie, de la galerie, retour à l'atelier ou chez l'encadreur, chez le restaurateur. Donc on voit bien que ça, c'est des choses très mobiles. Le fait de passer par une plateforme, est-ce que c'est parce que c'était la mode en 2008-2010, c'était la mode des plateformes, on a tout plateformisé, ou est-ce que c'était plutôt parce que si les objets sont mobiles, les créateurs et les utilisateurs sont aussi mobiles? Alors il y a deux choses. Alors c'était pas une mode, parce que toutes les galeries ont toujours eu un inventaire. Bon, à l'époque, c'était sur des Rolodex, c'était sur du papier. Puis après il y a eu les fiches Excel, et puis après il y a eu FileMaker. Et puis ça évolue en fait. Donc le fait de proposer une plateforme en ligne. Alors à l'époque c'était un peu nouveau parce que c'était en ligne, et ça a généré aussi énormément de réticence. C'est on va dire des galeries ou des artistes qui étaient plus établis, ça leur faisait peur d'avoir toutes leurs données en ligne. Bon, maintenant ça a changé, ça paraît tout à fait normal. Les galeries et les artistes, ils sont toujours en mouvement, ils vont sur les foires, ils voyagent tout le temps. Et en fait, le fait d'avoir accès à ton inventaire on the go, tu vois, et puis vraiment pendant tes déplacements, c'était assez novateur à l'époque. Et après, c'est pas lié au fait que ce soit les œuvres d'art elles-mêmes qui bougent, c'est plutôt le fait que ce soit les gens qui bougent énormément. Et donc maintenant, ça paraît un peu tout à fait normal, mais en fait, il y a 15 ans, c'était quand même assez nouveau de pouvoir accéder partout dans le monde à ta base de données. Et entre-temps, il y a eu l'épisode du Covid. Ouais. Est-ce que ça a eu un impact ? Ça nous a donné beaucoup de temps pour développer. Donc ça, c'était pas mal. On a beaucoup travaillé avec Eric. Et c'est là qu'on a développé justement les viewing rooms et qu'on a développé le database to website et l'API et tout ça. Donc ça, c'était bien. Et commencer aussi à donner à nouveau, en fait, ces viewing rooms, elles ont un design qui est très sobre et très élégant, comparé au design de la plateforme en elle-même, Nil, qui est très old school, qui date de 2010. Comment est-ce qu'on développe un logiciel, une plateforme, quand on n'est pas un GAFAM, quand on n'a pas les moyens de Google? Comment est-ce qu'on trouve de nouveaux utilisateurs? Déjà, c'est vrai que Nil est né de ma rencontre avec Eric Falconier, qui lui était développeur, qui était aussi, à l'époque, il y avait beaucoup plus de temps que maintenant, et qui avait besoin de... C'était un jeu, en fait, pour lui. Et donc, on s'est basé sur un bouquin qui s'appelle Rework, qui a été écrit par Jason Fried et David Heinemeier Hanson, qui sont les fondateurs de 37 Signal. Et en fait, ce bouquin, c'est une sorte de manifeste, c'est sorti en 2010, donc c'est un manifeste pour une nouvelle façon de travailler. En gros, ça nous a complètement décomplexés, parce qu'on voulait pas monter une boîte, on voulait pas avoir un truc lourd avec un business plan et tout ça, c'était pas notre truc. Et ce bouquin, en fait, explique par A plus B qu'en fait, il n'y a pas besoin de tout ça. Et que ça peut aller beaucoup plus vite et qu'il faut juste se lancer. Et donc, on s'est lancé un peu, pas à l'arrache, parce que c'est pas le bon mot, mais on s'est lancé comme ça, quoi, sans réfléchir un peu. En mettant de côté ses complexes. Ouais, on n'avait pas de business plan, on n'est pas de tout ça. On faisait très peu de réunions aussi. Il y avait une idée, un besoin.
C'est ça, il y avait un besoin, ça partait d'un besoin. Et puis après, nos clients, au début, c'était des gens que moi, je connaissais en fait dans le milieu professionnel. Et puis, petit à petit, ça s'est élargi. On n'a jamais fait de publicité. En fait, notre meilleure pub, c'est nos clients. C'est eux qui nous recommandent. Donc, il y avait tout un système aussi à l'époque. C'est en fait, s'ils nous recommandaient à une tierce, enfin, à un nouveau client, on leur offrait un mois d'abonnement. Et ça a très bien marché, en fait. Et ça suffisait. Donc, non, on n'a jamais fait une seule pub. Après, on est allé sur les foires une fois par an avec Eric. Déjà pour s'amuser, mais aussi pour rencontrer nos clients. Mais rencontrer des clients potentiels, c'était toujours difficile parce que c'est un milieu où ça fonctionne que par... tu es toujours introduit par quelqu'un d'autre, en fait. Bah, tu laisses faire. Alors, c'est possible. En fait, il y a la possibilité d'accéder au compte démo. C'est-à-dire, depuis notre site web qui s'appelle nil-database.com, vous pouvez nous envoyer un email et puis là, on vous donne accès en fait à un compte où vous pouvez jouer, entre guillemets, avec, vous pouvez tester. Donc, il n'y a pas de démo, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de rendez-vous. En fait, au début, on a dû le faire, mais maintenant, en fait, la plateforme est assez intuitive pour que les gens n'aient plus besoin, en fait, qu'on les guide au début. Donc ça aussi, ça a beaucoup évolué. La plateforme, elle a évolué comme ça. Parce qu'au début, c'était un peu compliqué, on va dire. Et donc, il fallait vraiment briefer les gens sur comment ça fonctionnait. Et maintenant, on a de moins en moins besoin de le faire. Oui, ça fait partie des outils usuels. Ouais, puis je pense que les gens, ils ont aussi beaucoup plus l'habitude de plateformes en ligne, en fait, que ce soit, je pense que pour leur comptabilité, pour... ils sont plus à l'aise aussi. Et peut-être il y a aussi là, je vais parler des galeries, même pour les artistes, mais les assistants qui sont plutôt des gens qui vont avoir entre 20 et 30 ans, c'est pas un problème pour eux. Ouais. Pour des gens un peu plus âgés, on va dire au-delà de 50, ça peut être compliqué. On a eu des clients qui étaient super emballés, mais qui étaient assez âgés. Et le fait que ce soit en ligne, à l'époque, ils pouvaient pas, quoi. Ouais. Et les prochains défis, les prochaines fonctionnalités, qu'est-ce que vous avez en tête? Le prochain défi, donc comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a le design de Nil date de 2010. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la base de données, tout est relié. Donc, pour une fiche artiste, ça va être par exemple le nom de l'artiste va être relié à un contact, la localisation de l'œuvre va être reliée à un contact, une offre est liée à une vente qui peut être liée à un bon de dépôt, puis lié à un transport. Donc, en fait, c'est une grosse machine. C'est une grosse usine à gaz, en fait. Ça n'a pas trop l'air comme ça, mais... Donc, en fait, le but, maintenant, ça va être de le rendre responsif, parce que c'est pas le cas. On est resté sur une plateforme dont le design est quand même assez ancien, avec des coloris assez... on est sur le bleu. C'est bien, le bleu. Helvetica, bleu. Voilà. Et donc là, à partir de 2026, on va mettre les bouchées doubles avec un nouveau collaborateur qui s'appelle Mathieu Soula, qui lui justement va s'occuper du réhabillage, de rendre Nil beau et responsif. Est-ce que vous allez succomber à la mode de l'IA? Alors succomber, moi je n'ai rien contre succomber à la mode de l'IA. Dans notre cas, parce que j'ai regardé quand même, j'ai fait un peu mes recherches. On a quand même quelques clients qui commencent à se pencher sur la question. Mais il y en a un, en fait, c'est surtout pour... en fait, ça s'appelle Convelio, et ça sert en fait à avoir des devis pour des transports. Et en fait, Convelio a décidé de se lancer aussi dans le système d'inventaire. C'est un concurrent, en fait. C'est un concurrent. À l'époque, c'était un collègue. Et maintenant, ils ont envie de développer justement leur propre plateforme et en utilisant l'IA pour cette demande de devis. Bon, pourquoi pas. Après, on a un autre concurrent qui est beaucoup plus gros. Eux, ils commencent à en parler un petit peu sur leur site web et tout ça, mais ça reste... de toute façon, ils vont pas programmer leur propre IA, donc ils vont utiliser des IA existantes. Bon, on va dire qu'on va les laisser essuyer les plâtres et puis nous, on verra après, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être pratique pour certaines choses.
quand ce sont des tâches répétitives. Mais voilà, c'est pas dans les projets. Ce serait pas mettre IA pour avoir l'étiquette IA. Non. On va déjà passer en responsive. Est-ce que le fait que ce soit un outil pour le monde de l'art contemporain lui donne certaines facettes particulières par rapport à des outils qui seraient génériques ou développés pour d'autres domaines? C'est vraiment spécifique aux œuvres d'art et aux arts décoratifs ou toute forme d'art. Parce qu'il y a un système d'édition, c'est-à-dire que, et ça va peut-être pas être le cas dans d'autres domaines, c'est-à-dire qu'une œuvre d'art, elle peut être unique, ou ça peut être une édition de 5, ça peut être une édition de 10. Et en fait, tout est vraiment customisé pour ce milieu-là. Au niveau douanier aussi, au niveau des expositions, parce qu'on a un onglet exposition. Donc c'est vraiment développé pour des œuvres d'art au sens très large du terme. C'est-à-dire que ça peut être pour des grands volumes, on peut avoir énormément d'œuvres d'art dans la base de données, mais c'est pas pour que chaque pièce soit par exemple à 3000 exemplaires, ou 5000 exemplaires, ou 10 000 exemplaires. Ça, on ne sait pas gérer. C'est plutôt fait pour bien détailler presque à chaque exemplaire ou dans des petits lots. Quoi. Ouais. Et garder bien cette trace, par exemple, d'une série numérotée. Exactement. C'est-à-dire que, en fait, on fait la différence entre ce qu'on appelle un artwork et des éditions. C'est-à-dire que l'artwork, ça va, donc l'œuvre, ça va rassembler toutes les informations qui sont partagées par toutes les éditions. Mais après, les éditions, elles ont des informations bien spécifiques, telles que la localisation, leur prix, leur statut, leur disponibilité. Donc, on ne va pas faire ça pour chaque bouquin. On peut quand même créer 1000 éditions. On peut relier 1000 éditions à un artwork et le système le gère. Très bien. Merci beaucoup, Edwige Cauchois. Merci, Josquin. C'était un plaisir. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À très bientôt.